Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki W650 de 2001. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, le test d'une machine qu'on pourrait considérer comme ancienne maintenant. C'est une moto qui m'a bien sûr été prêtée par un de mes abonnés, que je remercie encore d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous en proposer le test. Donc si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous aviez très certainement déjà vu le test de la grande sœur de cette machine, la W800, qui est d'ailleurs une moto toujours au catalogue de Kawasaki. Là, on est sur le modèle qui était proposé juste avant, donc la W650. Et vous pouvez voir que déjà esthétiquement les motos sont quasiment similaires. Il y a eu une modification au niveau du moteur pour la 800 bien sûr, mais sur beaucoup d'aspects techniques les deux motos sont quasi identiques. Donc ça ne vous aura pas échappé au vu du look de la machine qu'il s'agit d'une néo rétro. Et en fait je trouve même que le terme néo sur cette machine n'est pas forcément adapté. Pour moi c'est juste une moto rétro vendue neuve, mais elle n'a pas réellement d'aspect moderne. Cette W650 étant déjà une réinterprétation de ce que Kawasaki vendait, je crois que c'est dans les années 60, la W1, qui était elle-même une réplique d'une moto anglaise. Donc contrairement à ce que le nom de cette machine suggère, cette moto n'est pas motorisée par un 650 cm3, mais par un 675. Cette machine est donc équipée d'un bicylindre en ligne. C'est un bicylindre à refroidissement par air, alimenté par carburateur. Donc tout ça c'est vraiment rétro. Et ce moteur a un calage à 360 degrés, ce qui veut dire qu'en fait les pistons montent et descendent en même temps. La puissance de ce moteur n'est pas énorme, on a 50 chevaux, ce qui peut sembler faible, mais il faut garder à l'esprit que c'est un moteur type longue course. Donc la course du moteur est supérieure à son alésage, donc c'est une machine qui est plus typée sur le couple, sur les bas régimes, plutôt que sur la puissance à haut régime. Et donc ce moteur arrive à produire 50 chevaux, ce qui de nouveau peut sembler surprenant, vu que la W800, encore actuellement en vente, elle n'en produit que 47,5. La moto que vous voyez aujourd'hui est globalement d'origine, ce qui est très rare sur ce modèle. Cette machine a été très souvent utilisée comme base pour de la personnalisation, pour en faire des cafés racers, enfin tout simplement pour en faire des machines que les gens affectionnent au niveau esthétique. C'est une base, on va dire, neuve, mais qui reprend justement tout ce que les gens aiment sur les motos des années 60-70. Donc pour beaucoup, c'était une aubaine cette machine. La seule modification, et d'ailleurs elle n'est pas visible, c'est la selle. C'est bien la selle d'origine, mais la mousse à l'intérieur a été remplacée pour que ce soit plus confortable. Au niveau de la prise en main, cette machine est vraiment conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'une moto des années 70. On a une position parfaitement droite, les repose-pieds qui sont un tout petit peu vers l'avant, la selle plutôt confortable, plate. Par contre le problème avec cette selle, c'est que vu qu'elle est très plate, elle a tendance à glisser lors des accélérations ou des freinages. Je bouge quand même beaucoup sur la selle. Et le guidon, vous le voyez, il est chromé, un peu large. On a un bon bras de levier, la manœuvrabilité est bonne. Surtout que la moto n'est pas extrêmement lourde, elle est donnée pour 215 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 15 litres de carburant. Cette position permet aussi de prendre les infos sans difficulté. Vous voyez que je peux me retourner et vérifier ce qui se passe carrément derrière moi, ça sans lâcher le guidon. On a les rétros d'origine qui sont chromés comme beaucoup de pièces sur cette machine. Par contre les rétros, eux, sont trop petits ou mal placés. J'ai au moins les 2/3 des miroirs qui sont pris par mes bras. Il faut impérativement que je bouge mon bras pour voir ce qui se passe derrière moi. C'est assez pénible. Alors ici je m'arrête, vous voyez que je peux mettre les deux pieds au sol facilement du haut de mon 1m70. La moto n'est pas trop haute. Par contre quand je fais ça, j'ai les repose-pieds qui viennent me taper un peu dans les mollets. Ça c'est un peu désagréable, mais on se sent en sécurité parce qu'on peut vraiment mettre les pieds facilement au sol.
Bon, depuis tout à l'heure, on pouvait voir que j'évolue à très basse vitesse, à très bas régime, et la sonorité de l'échappement est plutôt sympa. On n'a pas besoin de monter dans les tours pour entendre un petit peu cet échappement. Vous voyez d'ailleurs que c'est un double échappement chromé, hein, type un peu saucisson. Ce sont des pièces très jolies, et la sonorité, même si assez contenue, hein, c'est pas fort du tout, elle est valorisante, c'est une jolie mélodie. Bon, par contre, comme souvent sur ce type de roadster, on n'a aucune protection. Là, je roule à peine à 70 et déjà j'ai énormément d'air qui arrive sur mon torse, sur les bras, sur le casque, même sur les jambes. Il n'y a vraiment aucune protection sur cette machine. Heureusement, c'est pas une machine qui incite à rouler très vite. Donc finalement, on s'en accommode assez bien. Alors ici, nous arrivons sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Et finalement, la sensation est assez surprenante. Il faut quand même pas mal mettre de force sur les commandes pour réussir à incliner la machine. Les pneus sur cette machine sont très très fins. C'est du 100 à l'avant et 130 à l'arrière. Par contre, les diamètres sont un peu inhabituels. À l'avant, c'est du 19 et à l'arrière, du 18. Et il est possible que justement, le fait d'avoir des roues de plus grand diamètre fasse que c'est un petit peu plus difficile, ou du moins c'est surprenant ce comportement quand on est habitué comme moi à avoir des motos modernes qui sont toutes en 17 pouces. Donc les amis, vous aurez reconnu l'endroit. On est ici justement pour tester l'accélération. On va voir ce que cette machine, avec une conception à l'ancienne, peut proposer comme performance. Je rappelle qu'elle est capable normalement de délivrer 50 chevaux et que son poids tout plein fait est de 215 kg. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide électronique, même l'alimentation est par carburateur. Allez, c'est parti, voyons ce que ça donne. Let's go! Donc ça prend 7500 tours et on arrive à 100 en 2. Ça commence à vibrer un petit peu au-delà des 4000 tours. Et pour l'instant, ce comportement, je le trouve plutôt agréable. C'est linéaire, c'est pas exubérant, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on va vérifier si cette machine braque bien. Donc je vous rappelle déjà que du haut de mon m70, je peux mettre les pieds au sol assez facilement. Je braque à fond. On se retrouve assez vite en butée. Je maintiens la machine droite. Comme ça, je fais le même exercice qu'avec les autres motos. Et ça passe. Vous voyez, je finis pile sur l'autre fil. Mais vu comment dire, la géométrie de cette machine, je m'attendais à ce que ça braque encore mieux que ça. On est reparti pour un test d'accélération et ensuite je vais me concentrer sur le freinage. C'est parti! Maintenant je ralentis, donc frein arrière ça freine un peu, frein avant. Alors là le frein avant par contre, il est vraiment pas terrible, hein. C'est un comportement finalement très conforme à ce qu'on aurait sur une machine vraiment des années 70. Déjà à l'arrière, vous voyez qu'on a un frein à tambour. Donc même si ça freine pas trop mal, faut se méfier parce que ça peut bloquer assez vite. Là je vais freiner que de l'arrière. Dans les situations comme ça, à très faible allure, le frein arrière il est largement suffisant et facilement gérable. Mais je m'y fierai pas à très haute vitesse, faut rester méfiant. Et le frein avant c'est un frein à disque, mais un monodisque avec un étrier 2 pistons. Et franchement la sensibilité au freinage est plutôt molle. Il faut tirer énormément pour avoir un peu de mordant. Et même quand on tire fort, le freinage est vraiment pas dingue, hein. Et au niveau ergonomie, vous voyez que le levier de frein ou d'embrayage, les deux ne sont pas réglables. Et c'est dommage, c'est justement ce genre de petits détails qu'on aurait aimé avoir sur une machine dite néo-rétro.
Là c'est vraiment rétro quoi. Il n'y a aucun aspect néo ou aucune amélioration par rapport à ce qu'on aurait eu dans les années 60. Dans ce rond-point, ça se penche assez facilement, même si on a toujours ce sentiment un peu bizarre de l'avant à cause de cette grande roue. Et lorsqu'on réaccélère, c'est efficace, hein. J'aime beaucoup ce moteur, dès les bas régimes, et il fonctionne très bien. On a quelques vibrations qui remontent dans la selle et dans les commandes, mais c'est des bonnes vibrations. On n'est pas désarçonné, on est bien sur cette machine, franchement, je l'apprécie beaucoup pour l'instant. Les commodos sur cette machine sont eux aussi à l'ancienne, ça reprend l'esthétique et les fonctions qu'on avait déjà dans les années 60-70. Sur la gauche, tout ce qui gère l'éclairage, et il n'y a pas de feu de détresse, c'est un peu dommage. Et sur la droite, on a démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour allumer les feux. C'est vraiment conforme à ce qu'on aurait sur les machines anciennes. Le compteur est lui aussi assez rétro. Deux cadrans chromés, un pour la vitesse, un pour le compte-tours. Dans le compte-tours, on a aussi quelques infos avec des voyants de base. Et dans le cadran de la vitesse, vous avez un petit écran à cristaux liquides qui vous indique une horloge. Vous avez aussi le kilométrage, le trip, et c'est tout. C'est vraiment le minimum qu'on était en droit de demander dans une machine au début des années 2000. Vu que cette moto est encore alimentée par carburateur, sur le côté, vous avez un petit robinet qui permet d'ouvrir et fermer l'essence, de se mettre aussi en réserve si nécessaire. Et vous avez bien sûr la tirette pour le starter. Quand on veut ralentir, les freins sont vraiment moyens. Il faut réapprendre à utiliser le frein moteur et d'utiliser presque le frein moteur comme frein principal, comme j'avais l'habitude de le faire par exemple lorsque je possédais une machine des années 70. Bon, alors ici, je suis à très faible allure, voyons si ce moteur est souple. Je passe tous mes rapports, donc oui. Donc là je suis sur le dernier rapport et à 1200 tours il reprend. Franchement ça c'est génial, hein. Il faut absolument avoir un bicylindre à 360 degrés pour pouvoir que ce soit aussi souple. Non, on a pratiquement la même souplesse que sur un 4 cylindres en ligne, hein. C'est génial. Et là vous voyez, je continue d'évoluer, je suis sur le rapport le plus élevé, je ne sais plus si c'est une boîte 5 ou 6, je suis à 1500 tours et ça passe, c'est impeccable. Franchement ça c'est ce que j'adore vraiment avec ce moteur, hein. Sa souplesse, sa capacité à reprendre à très bas régime, il est super agréable. Alors on sort de l'agglomération, je suis à 2500 tours, j'accélère un peu fort, ça vibrote et ça reprend. Et lorsqu'on arrive vers 3500-4000, c'est là que les vibrations sont les plus perceptibles. Maintenant de nouveau je ralentis. Je suis à 30 km/h. Alors les suspensions n'ont pas l'air terribles, hein. Donc c'est à l'ancienne, à l'avant on a une fourche classique, d'ailleurs elle n'est pas réglable et il y a des petits soufflets pour donner un joli look. À l'arrière on a un amortisseur de chaque côté et en fait c'est trop mou et ça devient tape-cul. C'est assez dommage. Là je voyais, j'arrive de nouveau sur un Dodan, je suis à 35, donc à l'avant ça s'enfonce un peu trop et à l'arrière ça s'enfonce beaucoup trop, donc ça fait un effet de ressort. Les suspensions sont vraiment pas terribles. À l'arrière donc elles sont réglables, mais vous voyez que c'est vraiment du matos on va dire entrée de gamme. En plus il semblerait que les suspensions vieillissent assez mal et qu'il faille les remplacer au bout de assez peu de kilomètres, hein. Certains annoncent 20 000. J'arrive maintenant dans la succession de virages que je prends à chaque fois. Voyons comment ça se comporte. Bon, je me doute que c'est pas une machine de compète, hein. Ouais, le plus déstabilisant c'est vraiment le frein avant, hein. Il freine que dalle.
Et même lorsqu'on veut prendre de l'angle, on retrouve un peu ce sentiment de flou qui est typique justement aux machines avec un cadre vraiment à l'ancienne. C'est pas précis. De nouveau, ça n'incite vraiment pas à rouler très fort, mais en restant aux vitesses légales, hein, à 90, ça s'utilise sans difficulté. Allez, on va maintenant dépasser ce poids lourd. De nouveau, hein, je suis surpris par la sonorité qui est plutôt faible, mais agréable. La sonorité est plutôt sympa. Là, vous voyez, par exemple, sur cette intersection, je freine quasiment plus, en fait. Hein. J'utilise presque que le frein moteur. Parce que j'ai plus de frein au frein moteur que sur le véritable frein, quoi. Et pour le coup, j'avais exactement le même style de conduite lorsque, comme je vous l'ai dit, je possédais une machine des années 70. Il s'agissait d'une Yamaha XS 400, qui est d'ailleurs visible sur ma chaîne, si vous voulez en savoir plus. On passe maintenant sur l'autoroute. La prise d'info ne pose pas de problème. On va maintenant dépasser. Moi, je suis déjà sur le dernier rapport. Donc à 100, je suis à 3500 tours. Donc forcément, si je veux monter un peu plus haut, ça m'oblige à rester assez haut régime. À 110, je suis environ 4000 tours. Je vais refaire une accélération, j'accélère à fond. Donc là, 120, 130. Donc ça fonctionne pas trop mal. Et bizarrement, quand on arrive au-delà des 4000 tours, les vibrations dans le guidon deviennent plus faibles. Par contre, elles deviennent plus fréquentes dans les repose-pieds. Mais perso, moi ça me gêne pas du tout. En termes de protection, il n'y a pas réellement de différence entre les basses vitesses et les hautes vitesses. On est toujours tout le temps semi au vent. Mais vous voyez que j'arrive néanmoins à vous parler sans que ce soit intolérable. Donc finalement, cette moto s'envisage même sur des axes un peu rapides comme ici, sans trop de difficultés. Faut juste avoir un casque un peu insonorisé et ça le fera sans problème. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, cette moto est vraiment une réplique de ce qui se faisait dans les années 60-70. Donc vous vous doutez bien qu'au niveau de l'éclairage, tout est à ampoule et tout est chromé. Le phare avant est assez volumineux, intégralement chromé. Les clignotants sont eux aussi assez balèzes et chromés. Et le feu arrière est lui aussi chromé. Et il est bien sûr fixé sur un garde-boue chromé. Le chrome est assez omniprésent sur cette machine. Allez, on est parti pour une dernière accélération. Montons un peu ce moteur dans les tours. Il rechigne pas. Quand vous avez besoin, il y a quand même un petit peu de performance. Et contrairement à d'autres machines, en fait, même s'il est extrêmement agréable à bas régime, quand vous le montez dans les tours, il n'est pas à l'agonie, il n'est pas en train de vous dire mais lâche l'affaire, comme ça peut être le cas sur d'autres motos. Là, ça se passe plutôt bien. Mais les performances ne sont bien sûr pas dingues, il n'y a que 50 chevaux, je le rappelle. Bon, maintenant que nous avons vu les aspects dynamiques, parlons un peu des aspects pratiques. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques particularités sur une machine de ce genre. Déjà, en termes de rangement, on peut démonter la selle, mais en dessous de celle-ci, il n'y a quasiment pas de rangement. Vous avez un petit set d'outils, vous pouvez peut-être glisser un gilet jaune, mais il n'y a pratiquement rien en dessous de la selle. Par contre, vous voyez que sur le modèle que j'ai aujourd'hui a été installé le petit porte-bagages en option. Vous avez aussi, et ça d'origine, un attache-casque sur le côté. Et pour la praticité au quotidien, vous avez aussi bien sûr une béquille centrale. À l'époque c'était
la norme, hein. Toutes les motos avaient ça. Maintenant, à chaque fois, ce sont des options. Sur celle-ci, c'était encore d'origine. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a pas vraiment de problème sur cette machine. La selle, comme je vous l'ai dit, elle est très plate, donc le passager n'est pas forcément en train de vous tomber dessus. Il y a des poignées de maintien et la distance entre la selle et les repose-pieds est plutôt bonne. Donc franchement, ça devrait le faire sans problème. Au niveau de la consommation, c'est aussi une assez bonne surprise. Cette moto est donnée par le constructeur pour 4,6 litres, 4,7 litres au 100. Le propriétaire me disait que en fonction de votre façon de faire, vous pouvez vraiment gagner en conso. Son record étant à 3,6 litres, 3,7 litres. Donc là, ça devient vraiment pas mal, vu qu'on a un réservoir de 15 litres. Donc pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, vu que j'ai été assez redondant lors de mon test, cette machine pour moi n'est pas une machine récente, hein, bien qu'elle a été vendue à partir du début des années 2000. C'est une machine conforme à ce qu'on avait dans les années 70. Et donc on a le comportement, tous les, comment dire, les bons points et tous les défauts qu'avaient les machines de ces années-là. D'ailleurs, c'est quasiment toujours la même chose avec sa descendante, la W800, je vous le rappelle. Donc ceux qui pourraient être intéressés par cette machine sont justement ceux qui affectionnent le comportement, le look de ce qui se faisait il y a longtemps, mais qui ont un peu peur des machines vraiment de collection qui auraient maintenant une cinquantaine d'années. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus rassurant d'acheter cette moto. Surtout qu'en plus, pour compléter, on va dire le côté vintage, cette W650 a même la possibilité d'être démarrée au kick, ce qui n'est plus le cas sur la W800. Mais clairement, si vous me demandez quelle est la meilleure entre une 650 ou une 800, il faudrait vraiment que j'ai la possibilité de tester les deux machines le même jour, sur le même terrain, dans les mêmes conditions, pour vous donner un avis. Là, de mémoire, je dirais que les deux sont quand même très proches. J'aurais tendance à privilégier la 650, parce que bien sûr, un peu plus ancienne, donc un petit peu moins chère d'occasion. Actuellement, un modèle comme je vous présente aujourd'hui, encore conforme à l'origine, ça se négocie entre 4 500 et 6 000 €. Tout dépendra du kilométrage. Et ce moteur est réputé fiable. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler que ce moteur est avec une distribution par couple conique. On voit la pièce sur le côté. Esthétiquement, c'est magnifique. C'est fiable et en plus, ça nécessite quasiment aucun entretien. Donc ça, tout ça, c'est à prendre en compte. En plus, maintenant, la W800 a un phare LED que personnellement je trouve assez inesthétique avec le reste de la moto. Donc je préfère la 650, mais peut-être que la meilleure, c'est finalement les premières générations de W800 qui avaient donc un peu plus de cylindrée et encore l'esthétique avec le phare à ampoule halogène. Enfin, de toute façon, vous l'aurez compris, hein, cette moto se destine exclusivement à ceux qui veulent une moto ancienne récente. Je dirais que c'est la même clientèle que pour la Yamaha SR400 que j'ai testé il y a quelques temps, ou que pour les Royal Enfield 500. Ce sont vraiment des motos anciennes. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions ou des informations à nous apporter, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu avec cette machine pour que je puisse vous la présenter. Merci encore à lui. Et ça me permet d'ailleurs de repréciser que sur ma chaîne, l'ensemble des tests est toujours fait en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner, comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. Ve à tous et à la prochaine!
Sur cette W650, un point qui moi m'ennuie aussi un peu, c'est que comme je vous le disais, on a quasiment tout conforme à une machine des années 70, y compris au niveau des aspects de vieillissement. Quand on regarde, on voit par exemple que le garde-boue arrière est fissuré. Il semblerait que ce soit un problème récurrent sur ce modèle. On a aussi quelques caoutchoucs qui tiennent les clignotants qui commencent également à se fissurer. J'ai vraiment l'impression de retrouver les mêmes signes de vieillissement que sur une vraie moto des années 70.